Cube Radio. L'épisode qui suit traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. En fait, on parle en détail de trafic de drogue et de violence. Je vous rappelle que la voix de la source est rejouée par un comédien. Moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis un ancien policier et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez maintenant l'épisode 2 de Narcos PQ. Le problème, c'est que pour comprendre l'épisode 2, il faut que vous ayez écouté l'épisode 1, donc let's go, allez écouter le 1 et ensuite le 2. Notre nouvelle série Narcos PQ au cœur de la Colombie va vous raconter l'aventure humaine incroyable, mais aussi très dangereuse qu'on a vécue en Colombie. On est allé là pour documenter les activités d'un narcotrafiquant. Mais pourquoi on a décidé d'aller rencontrer un homme dangereux sur son terrain en Colombie? Narcos PQ, c'est là qu'on va le découvrir. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez qu'on est allé 2 fois en Colombie. Une première fois pour s'assurer que c'était relativement sécuritaire pour nous, qu'on tombait pas dans un piège, puis pour rencontrer Hangel aussi, puis faire les premiers contacts. Et là, on a commencé pendant des mois à préparer notre deuxième voyage où on allait enfin tourner, le rencontrer pendant des jours, etc. Et là, boum, ça arrive. Et là, il faut comprendre qu'on est allé le rencontrer en Colombie avec tout un protocole de sécurité. On a pu établir un lien de confiance avec lui à ce moment-là. Il nous a révélé des choses. Puis là, je parle entre autres de liens entre certains hommes d'affaires canadiens et le narcotrafic en Colombie. Il nous a révélé qu'il était membre du dangereux cartel de Sinaloa au Mexique et qu'en même temps, c'est un informateur pour 2 services de police, la GRC, le SPVM. Et là, on reprend l'histoire au moment où on s'apprête à repartir en Colombie, Félix et moi. On est en mars 2022 et cette fois-là, on part avec notre caméraman Frédéric Terrien. Et pour comprendre un peu ce qui s'est passé, quand on est allé la première fois en Colombie, on n'avait rien apporté pour filmer, là. On avait juste nos téléphones. Là, on apporte le gros kit. Caméra, micro, trépied, éclairage. On a tout ce que ça prend pour travailler, pour s'en aller au cœur de la jungle. On est stressé, excité. Allez, hop, vite dans l'avion. Je vais regarder pour avoir... Je sais que je suis en économique privilège. Déjà, j'en ai pris un upgrade. Oui, j'ai vu que vous êtes sur une liste d'attente pour le surclassement. En fait, non, oui, je suis accepté au surclassement. Vous êtes déjà accepté pour économique privilège. Là, vous voulez faire classe affaires? Classe affaires avec mes points, si c'est possible. Si ça dépend combien ça coûte de points. Alors, c'est le départ, c'est le 12 mars. Hein? On embarque dans l'avion. Déjà, on n'est pas assis aux mêmes endroits. Félix s'est pris une classe affaires, a décidé de dormir, a pris une pilule. Attends un peu, Marc. C'est décidé de dormir, mais solidement, là, parce que en partant, je me prends sur classement, classe affaires, 2 activants, pouf, fini. Réveillez-moi de l'autre côté. Fait que t'as rien vu, finalement. J'ai rien vu, rien entendu. Je peux te dire que nous autres, on a vu quelque chose. Hein? Moi, je suis assis en arrière de l'avion. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Hein? Prendre l'avion, ça a été toute ma vie. Mais ça brassait. Ça a tellement brassé. Il y a eu tellement de fortes turbulences. Je me suis demandé, est-ce que c'est un prélude à ce qui s'en vient? Ben, c'est une bonne analogie. Pas mal, oui. Alors, 4h15 du matin. Bienvenue, Bogota. Welcome, Bogota. Buenos dias, Bogota. Fait que là, Félix, là, tu le sais, là, on arrive à Bogota, puis je te l'avoue, là, j'avais plein de questions. Oui, je te comprends, parce que moi aussi, c'est important pour la suite des choses. On partait pour un 2e voyage en connaissant le contexte politique qui nous attendait en Colombie, puis
Annelle voulait qu'on soit très au courant que c'était tendu là-bas. Alors, on va vous faire entendre un message audio qu'il nous avait envoyé sur WhatsApp avant notre départ pour nous décrire cette situation-là. Ici, en ce moment, il y a de la tension à cause des élections. Avec les FARC, la dissidence est vraiment fou ici. Pendant la semaine où je suis, ils ont brûlé des trucs, des voitures, l'armée est partout et dans chaque côté de la rue, avec des gros fusils, des armes à poing. Ils s'attendent à voir de grosses affaires ici à Colombie. C'est chaud pas mal partout en ce moment-là. C'est rock'n'roll en ce moment. Il faut faire attention. Tout le monde se protège pas mal. On s'attend des attentats, des bombes, c'est plein de merde ici. Annelle, d'une part, il le dit, le timing est pas bon. C'était le mois de mars 2022. Présentement, il y a des élections dans le pays, la police est sur les dents, l'armée est sur les dents, on a des craintes d'attentats, c'est pas le temps pour lui de faire de la business, c'est pas facile pour lui de nous amener dans des endroits secrets non plus. Alors, tu sais, on arrive dans cette ambiance-là. Ouais, puis dans le contexte qui est très intéressant, pertinent pour la suite des choses, on arrive en Colombie et là, on est au moment où les Colombiens renouvellent les 2 chambres du Parlement puis désignent les candidats à la présidentielle. Donc, pour le contexte, c'est hyper important parce que tout a rapport à un moment donné avec la drogue en Colombie. Et puis, c'est des sénateurs de gauche qui finalement remportent l'investiture. Et là, on voit que la gauche entre aussi dans les chambres du Parlement. Il faut savoir que la gauche était intimement liée aussi aux FARC dans le passé, aux Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui, quand ils ont déposé les armes, puis quand ils sont un peu démilitarisés, ils sont devenus un parti politique. Il y a beaucoup de FARC qui sont devenus des politiciens, d'autres qui sont devenus des narcotrafiquants, puis ça bouge ça un peu ensemble. Puis l'endroit où voulait nous amener Angel, c'est un endroit qui est extrêmement contrôlé par des mouvements révolutionnaires. Et là, moi, ce que je suis en train de penser, s'il y a des mouvements de guerrieros, s'il y a des mouvements révolutionnaires près d'où on est, ils vont réagir comment à l'élection? Puis c'est toujours un moment où il y a de l'effervescence politique, des risques d'attentats, des attentats. Puis il y a eu une grève armée aussi qui a précédé ça, là, de certains mouvements. Donc on est dans un contexte, un foutoir sans nom. On ne sait pas comment ça va se passer, donc on appréhende beaucoup. On avait notre plan. On avait décidé que dès notre sortie de l'avion, c'était tôt le matin, dimanche, on allait se rendre à l'hôtel tout de suite, déjeuner, se doucher. C'est ce qu'on a fait et boum, Angel arrive. Puis, sais-tu, moi, dans ma tête, là, j'étais convaincu qu'on partait là, le lundi, le lendemain matin. C'est là qu'on partait. On partait dans cette région secrète du pays où Annelle fait ses opérations. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui est arrivé pantoute. On rencontre Annelle, il est quoi? Il est 11h30, il est midi environ, quand il vient nous rejoindre à l'hôtel. Oui, il vient nous rejoindre à l'hôtel, il est tout propre, il est tout bien mis. Il nous arrive de la messe, il est habillé comme un curé, il est tiré à 4 épingles. Puis là, il commence à nous faire un cours des dangers de ci, de ça. Puis moi, dans ma tête, je me dis, parfait. Bon, là, je suis en train d'écouter un cours de géopolitique à marde alors que j'ai le goût de savoir quels sont mes plans. Et là, il est en train de nous dire que nos plans de se rendre dans sa cachette secrète à lui, là, où il exporte puis où il produit ses tonnes de coke, là, il commence à mettre plein de conditions au plan, de changer le plan. C'est pas ce qu'on avait dit au départ. Écoute, moi, à ce moment-là, là, seconde par seconde, je me sens défaillir. Je vois que ce qu'on avait prévu au départ, ça change. Ça commence mal. Il nous dit là, l'endroit où je veux vous amener, là, il faudra attendre un peu, 24 heures, 48 heures, de voir qu'est-ce qui va se passer avec le résultat de l'élection, si ça va brasser. Puis là, il nous dit aussi, là, vos GPS, là, puis vos téléphones satellites, tout ça, là, vous amenez pas ça, là, parce que vous pouvez vous faire tuer, là. Ils vont poser trop de questions. Alors, le deal qu'il nous propose, c'est vous allez venir avec moi. C'était loin de Bogota, là, loin au sud de Bogota. Et il y a des gens qui vont venir nous chercher dans un village. On va embarquer avec eux autres. Puis on va rester sur les lieux de la plantation puis du laboratoire qui
transforment la feuille de coca en cocaïne pendant des jours. Et c'est eux qui vont nous dicter, les gens qui travaillent là, combien de jours on va rester là. On va savoir à quel moment qu'on va rentrer, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir. Donc, présumons quelques jours, de quelques heures à quelques jours, dans un endroit où le téléphone cellulaire n'entre pas, 2 heures dans le fond de la jungle, où on peut pas apporter nos téléphones satellites et où on peut pas apporter nos balises GPS qui permettent à nos boss à Montréal de nous retracer. Rappelle-toi, Anel nous dit, là, les boys, là, prenez une couple d'heures, allez réfléchir à ça, là, puis prenez une décision. Toi, mon beau Marc, tu dis, y a pas de problème. Moi, je suis comme, attends un peu, là. J'ai comme fait un boss de moi, j'ai dit non. J'ai dit, c'est pas ça qu'on va faire. On va abandonner cette idée-là. Ça n'a pas pris 15 minutes que je vous avais déjà consulté pour vous faire part du nouveau plan qui était celui de ne pas se rendre dans le sud de la Colombie. On appelle ça un vote à main armée. Oui, exactement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelque chose que je fais rarement dans ma vie. Je serais heureux d'entendre votre opinion là-dessus, mais j'ai déjà pris la décision. On fera pas ça. Félix Séguin a pris la décision en solo qu'on partirait pas dans la région sud. Le plan A venait d'être écarté. Peux-tu vous dire que j'étais pas content? Moi, là, j'étais all-in, mais là, j'ai juste pas le choix. Et puis là, après ça, Anel nous propose 2 autres options, le plan B, le plan C, pour aller voir les jardins, comme il les appelle, les plantations de coca. Puis il nous a dit, les gars, maintenant, la balle est dans votre camp, c'est à vous consulter, puis prenez la décision. Il nous propose d'autres options, puis franchement, chacune de ces options-là, moi, Marc, ça me mettait très à l'aise, notamment là, d'aller dans un endroit tout près de Cali où on pourrait garder nos balises GPS, donc pas trop loin donc de la ville aussi, pas de marche de 2 heures dans la jungle à faire comme c'était le cas si on se rendait dans le sud du pays. Quelque chose qui, en termes de sécurité, ça fonctionne, tu sais. Fait que là, Félix, là, l'option B, c'est la région de Cali. Mais il y a ensuite l'option C qui est allée dans la région du Boyaca. C'est une région dans la cordillère des Andes où Anel fait de la business. Donc, résumé, 3 plans, A, B, C. On choisit le plan B, c'est la région de Cali. Et là, oh, que nous sommes surpris. Il y a encore des conditions à négocier. On s'en va sur des plantations de coca, où est-ce qu'il y a aussi des laboratoires clandestins, où est-ce qu'on va transformer la feuille en cocaïne. C'est ça qui éventuellement va être transporté, exporté vers les États-Unis, vers le Canada, vers le Québec, vers l'Europe. C'est des endroits ultra secrets, où est-ce qu'il y a des gens armés d'armes lourdes, de mitraillettes, des gens qui, si on se présente sur les lieux, vont devoir se cacher le visage. Et là, eux autres sont pas à l'aise de voir arriver 4-5 gars avec des caméras, avec un drone, avec des téléphones cellulaires, avec des appareils de localisation. Ils sont pas chauds. Des appareils de localisation, ça permet aux gens à Montréal, à nos boss au bureau d'enquête, de savoir où on se trouve tout le temps. Les gens des plantations de coca et des laboratoires clandestins, eux autres, sont pas chauds à l'idée de nous voir arriver avec cet équipement-là. Pourquoi? Parce que Angel, là, c'est pas son spot, C'est pas là qu'il travaille habituellement. C'est pas sa gang. Il est pas leur boss non plus. C'est pas lui qui mène à cet endroit-là. Donc, ça fait quoi? Ça fait que lui, il dépend d'eux autres. Au fond, pour résumer, plutôt que d'aller dans sa plantation à lui, son laboratoire à lui, on s'en va comme le voulait notre nouvelle proposition, chez ses partenaires, là où justement, ils ne contrôlent rien. Et moi, le fait qu'ils ne contrôlent plus rien, c'est minimalement fatigant. C'est fatigant. C'est très fatigant parce que moi, j'en suis venu à avoir confiance en Angel. Mais c'est pas parce que j'ai confiance en lui que j'ai confiance aux gens autour de lui
loin de là. Il y a plusieurs conditions à négocier. Ben là, maintenant, les partenaires d'Anne-Elle nous demandent, en plus de ne pas rentrer à 5, parce qu'on devait être 5 à rentrer là, à cet endroit-là, ben là, il fallait rentrer à 2, 3. Puis les 5, c'est qui? Ben c'est toi, Félix, c'est moi, c'est Fred, c'est Anne-Elle, c'est le garde du corps d'Anne-Elle. Ben, il faut qu'on rentre à 5, on est 5. Et là, ça marche plus. Au moins 2 de nous autres ne pourront pas aller sur la plantation. On va devoir rester dans un miteux hôtel en périphérie. Et attendre. Oui. Attendre sans avoir de contact avec ceux qui sont à l'intérieur. Tu sais, mettons, là, Félix, c'est toi qui vas avec Fred. On peut pas se contacter. Vous avez aucun équipement sur vous autres. S'il y a quelqu'un qui décide qu'il nous ramasse là puis qu'on sort pas, à l'inverse... Ou pour ajouter, si quelqu'un décide qu'il te ramasse à l'hôtel et tu sors pas de là, on n'a plus le moyen là, de reconstituer notre équipe, non, on n'a plus le moyen de se backer, on n'a plus le moyen de rien faire. Puis il n'y a pas seulement ça. C'est un risque de sécurité important. Vous autres, vous ne parlez pas l'espagnol. Non. Fait que les gars vont se parler entre eux. Non. Les trafiquants, les gars armés se parlent entre eux. Vous allez rien comprendre de ce qui se passe là. Non. S'ils décident là, que c'est terminé pour vous autres, vous ne le saurez même pas. Exactement. Non, tu as absolument raison. Fait que là, les choses, là, ils prennent une autre tournure. C'est finalement, Anne-Elle nous dit qu'il va les convaincre de nous laisser rentrer les 5 ensemble. Puis, rappelle-toi, Félix, c'est là que t'achètes les 5 billets d'avion. Alléluia! C'est parfait, c'est réglé. J'appelle à Montréal, je réserve les billets d'avion. Je suis content, oui, stressé aussi, parce que je me dis, il y a déjà beaucoup de changements de plan. Est-ce que ça va changer encore? Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même doutez-vous que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellette et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado. Ce n'est qu'une théorie est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022. Le matin où on doit partir, je reçois un message de Angel. Ça marche pas. Là, je peux vous dire, tout commence à me faire chier. Je suis plus du monde. J'écoute, là. Ça fait 2 jours qu'on est ici. Ça fait 2 jours qu'on tente de s'en venir chercher quelque chose. Puis ce quelque chose-là, on l'a pas. Parce qu'on se fait annuler, puis on se fait annuler, puis on se fait remettre. Pourquoi? Parce que Angel est pris à gérer des problèmes qui sont en lien avec sa propre sécurité. Donc, calmons-nous. Quels sont ces fameux problèmes? Encore une maudite fois. C'est que depuis qu'on est arrivé, au fond, il y a un conflit qui dégénère entre Angel puis des partenaires d'affaires. Ça se morpionne tellement, ça part en couille, ça fait tous les temps. Ça fait en sorte que sa famille est menacée. Il se sent menacé. Il pense que sa famille va se faire tuer. Il a peur pour sa sécurité. Et là, ça dérape, mais la totale, on comprend pas toute la situation. D'ailleurs, c'est difficile à comprendre, mais grosso modo, il a peur. Et quand il a peur, j'ai peur. Et quand j'ai peur, t'as peur. Et quand t'as peur, Fred a peur. Mais, tu sais, dans ce milieu-là, des conflits entre gars de gang, des gars de crime organisé, des ententes qui tournent mal, ça arrive souvent. Puis là, tu sais, Anne-Elle, il est pris à gérer des menaces de mort qu'il a reçues au moment où nous, on était là, puis des gars ont passé des messages à sa famille pour lui faire savoir qu'il savait où les membres de sa famille se trouvaient et qu'il pourrait s'en prendre à eux. Fait que c'est devenu dangereux pour lui, pour sa famille, qu'il a dû cacher d'urgence dans un hôtel à l'extérieur de Bogota. Puis c'est aussi devenu dangereux pour nous parce que si ces gars-là décident de passer à Anne-Elle, de lui faire la peau, ben nous, là, on peut être dans le champ de tir aussi. Au fond, là, résumons, là,
on se met dans ces shorts-là, à Angel, là. Il y a un mot, quelques mots que je pourrais utiliser pour décrire comment il se sent, puis ça se voit dans son visage, puis ça se voit dans sa gestuelle. C'est en train d'exploser à l'intérieur de lui. Parce qu'il y en a trop à gérer. Il y a sa sécurité, il y a la nôtre, il travaille pour la police en même temps, ça dérape. C'est ça l'affaire. Marc, t'as côtoyé dans le cadre de ton travail des criminels toute ta vie. Moi, j'en ai côtoyé aussi, j'en ai confessé. Il y a une affaire que je sais. Quand tu donnes 10 pieds de corde, ils en prennent 20. Quand tu commences à être flexible, tu vas te faire ramasser. Parce que c'est pas des gens qui ont une parole, normalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans plein d'affaires complètement capotées. Des meurtres, des transactions de drogue, des choses comme ça qui font en sorte que leur parole, même s'ils aimeraient bien la tenir, leur parole, là, sont pris à pas la tenir parce qu'ils sont dans un milieu qui est trop rough, tu sais. T'as raison. Ils vont sacrifier celui qui va plier. Ben, c'est ça. Fait que moi, je suis dans une posture, j'en connais, t'en connais. Si on plie, si on laisse trop de cordes à Angel, ben il va en prendre trop. Puis nous autres, on va revenir avec rien. Mais nous autres, c'est ça l'affaire. Le stress que Angel vit entre en conflit avec le stress que nous autres, on a pour documenter son histoire, parce que c'est ça qu'on vient faire. C'était clair depuis des semaines qu'on venait le voir, cette date-là. C'est quasiment lui qui a choisi la date. On venait documenter le trafic de coke, aller dans des plantations, dans des labos, voir comment ça se passe. Puis, je peux te le dire qu'au bureau à Montréal, là, on s'attend à ce que ça fonctionne, là. Puis pour l'instant, là, ça fait 3-4 jours qu'on est en Colombie et on a fuck all. Zéro, rien, niette. Puis quand ça commence à mal aller, ça va mal. Et guess what? Le matin du départ, Angel t'écrit un court message, puis il dit quoi? Il nous dit, il y a un problème, on part pas. Je viens de claquer 2000 pièces de billets d'avion. Je reçois un message audio qui dit « Ben, finalement, on part pas. » Ah, mon Dieu Seigneur. Hey, là, quand tu dis, là, en avoir plein le cul, là. Lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il s'en vient nous rencontrer pour dîner. Oui, puis là, il est 8 heures le matin. Lui, il vient nous rencontrer pour dire, là, il faut attendre encore 3 heures, qu'ils viennent s'asseoir, puis qu'ils nous racontent, puis qu'ils nous parlent, puis tu sais, quand il nous parle, il est fin, il est gentil, puis il nous dit pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis là, on comprend, mais je veux dire... Il doit venir dîner avec nous, mais encore là, il arrive pas. Hein? Il arrive pas, ça traîne. Et il arrive pas. Il arrive pas. Ça traîne. Ça traîne. Ça traîne. On sait toujours rien. Écoute, juste à y penser, là, je me sens mal. Là, moi, je marche là, de gauche, droite, descends, monte à la chambre d'hôtel, marche, descends, monte, descends, marche, descends. Là, je tiens pas en place. T'es tellement stressé que tu me stresses. Exact. Ah, écoute, tu m'as stressé, c'est comme ça, pas de bon sens, là. Mais non, mais c'est parce que ça arrive pas. Tu sais, moi, les affaires qui arrivent pas, ça me stresse. Tu sais, walk like you talk. Si tu dis quelque chose, fais-le. Puis, mais en même temps, au fond, tu sais, on est arrivé au pire moment. On est arrivé pour le rencontrer puis pour tourner nos trucs au pire moment de sa vie, un des pires moments de sa vie, parce que il a peur de se faire tuer, puis il a peur que sa famille se fasse tuer, il a peur de devoir lui-même riposter et tuer quelqu'un, parce qu'oublie jamais, Marc, ce qu'il nous a dit. Si quelqu'un touche à ma famille, je le tue. Et après, je vais tuer son frère et sa mère et tout le monde. Oui. On est toujours à Bogota et là, on est rendu lundi le 14 mars. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé. On a notre billet de retour là pour Montréal dans 7-8 jours. Alors, on se dit, faudrait bien tourner parce que là, on tourne en rond dans la chambre d'hôtel. Alors, pour maximiser le temps qu'on a, on décide de devancer la première partie de l'entrevue avec Angel pour qu'il nous raconte les détails de sa vie de narcotrafiquant, entre autres. Alors là, moi, je suis dans d'excellentes dispositions. Enfin, on s'apprête à filmer
quelques heures d'entrevue même avec Engel, et là, toc, 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 il arrive. Puis, moi, c'est un de mes meilleurs débuts d'entrevue à vie. Tu sais, quand je lui dis, là, t'es conscient qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de retour en arrière. Il le sait. Il l'admet candidement. Il est bien avec ça. Puis là, il y a un grand sourire, puis il dit, ouais. Dans le prochain épisode, c'est notre première rencontre avec Engel et on se demande comment ce jeune homme de bonne famille qui voulait entrer dans l'armée, dans la police, est devenu un important narcotrafiquant et aussi un membre du très dangereux cartel de Sinaloa au Mexique, un cartel reconnu pour être violent et sanguinaire. C'était une ligne directe avec El Chapo. Va tuer lui, va faire ça, c'était un boss. On devait arriver et on devait faire la job. Animation Félix Séguin et moi-même Marc Sandreski, réalisation et montage Anne-Sophie Carpentier. Merci à Bastien Gagnon-Lafrance et Jean-Louis Fortin ainsi qu'à Étienne Roy pour leur aide. Merci aussi à Ève Lévesque et Éric Thibault. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou sur une autre plateforme de balado. Et vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Les reportages sur notre enquête en Colombie diffusés à l'émission JE sur la chaîne TVA sont disponibles sur le site cube.ca.